J'ai été un peu déçu des réactions de la plupart de la gauche. Alors pas spécialement chez les personnalités politiques, parce que on a vu les mecs de la France Insoumise aller devant les agriculteurs, devant l'Assemblée nationale pour parler un peu avec eux, dire qu'ils les soutenaient. Ils allaient quand même pas faire de déplacement et tout, donc ils ont attendu qu'ils viennent, mais ils sont venus. Mais plutôt chez le militant, en tout cas l'électeur de gauche moyen, surtout citadin, qui donc a plusieurs réactions possibles, soit le déni, donc pas, on ignore le machin, il se passe rien, on se concentre sur autre chose, que j'ai vu beaucoup. Alors ça se transcrit par exemple avec aucune story Instagram sur le sujet. Pour nous, c'est important. Évidemment, pas de présence dans les différents rassemblements, etc. Ou alors, et c'est peut-être encore plus grave, complètement une opposition au combat, et qui se transforme en comment dire, une haine serait un peu trop violent, mais un abandon verbalisé de l'agriculteur et de leur cause. Je pense que tout ça s'articule pour des raisons très précises que je vais énumérer là. La première étant une situation, une opposition qu'il y a historiquement entre le citadin et le rural. Donc je pense que déjà, électoralement, parce que on l'a vu ces dernières années, les stratégies, notamment de la France Insoumise, mais pas que. Parce que j'ai pas envie de tout résumer à LFI, mais c'est vrai que la plupart des électeurs de gauche en France, jeunes, de ville, sont liés à la France Insoumise. Comme la France Insoumise a décidé d'abandonner plus ou moins les campagnes ces dernières années, l'électeur et le militant LFI et donc de gauche l'a un peu abandonné. Avec donc comme si en fait les campagnes étaient, si vous voulez, elles étaient gagnées par l'extrême droite, c'était trop tard. Et donc depuis, on s'est éloigné, on s'est dit qu'il y avait rien à voir et donc qu'il fallait se concentrer sur les villes. D'autant plus que, si vous voulez, quand le sujet est amené de cet abandon des campagnes et donc en extension des agriculteurs, parce que c'est quand même le sujet, c'est porté par des personnalités un peu problématiques comme François Ruffin, qui sont des traîtres et puis qui en plus ont des positions qui mènent à abandonner par exemple l'antiracisme, l'homophobie. C'est des trucs qu'on a vus, si vous voulez. Ruffin, quand il dit la France des bourgs et des tours, on apprend derrière que dans sa circonscription, en fonction de qui est en face de lui, de la couleur de la personne qui est en face de lui, il donne un tract Mélenchon ou pas, ce genre de décision. Alors, bon, au local, on peut comprendre, parce que, évidemment, lui part du fait que le campagnard est moins tolérant, l'agriculteur pareil. Mais ce serait un point intéressant, mais qui a un peu été abandonné, parce que voilà, c'est des personnalités qui nous font chier, et parce que on s'y est fait, quoi. Après, je pense qu'il y a aussi un truc, c'est plus général, de mépris de l'urbain pour le rural. Globalement, le campagnard, il est pas cultivé, il est intolérant, il est bête, et puis c'est un gros bouseux, quoi. Donc je pense que ça, c'est lié à ça. Et après, sinon, plus récemment, un truc qui a éloigné, je pense, la plupart des gens de gauche de ce qui se passe actuellement, c'est les médias. En fait, très vite, les médias de droite, notamment, mais la plupart des médias du service public aussi. BFM, je pense que c'est le plus intéressant là-dessus. Alors qu'habituellement, dès qu'il y a, par exemple, les gilets jaunes, mais même la plupart des manifestations, notamment écolo ou en tout cas de protestation contre le gouvernement, sont toujours de l'autre côté. Donc pro-gouvernement, certainement pro-police. Et on se retrouve avec des discours super problématiques qui vont justifier n'importe quelle violence de la police, jamais la remettre en question. Là, c'est pas du tout ce qu'on a vu. Très vite, les rédactions, notamment de BFM, ont décidé de se mettre du côté de l'agriculteur. Il y a par exemple eu un super long documentaire sur le parcours d'un paysan de la coordination rurale qui en était venu à prendre son tracteur pour monter à Paris. Mais c'est même dans les discours par exemple, les mecs de BFM, les journalistes montrent des violences qu'il y a pour, par exemple, quand des campagnards, ça y est, je commence,
l'urbain. Des agriculteurs avaient bloqué une départementale, ça avait mal tourné, les CRS avaient tourné super violent, et on voyait les journalistes complètement condamner le machin. C'est pas possible, bon, alors ça, c'est Pascal Praud qui l'a dit après. En gros, c'est des blancs, ça a aucun sens, c'est des agriculteurs, c'est des gens bien, contrairement à, si vous voulez, le manifestant de base. Tout ça, je pense, a créé une méfiance vis-à-vis de l'agriculteur. En gros, si vous voulez, là, il y a plein de gens, et ça s'entend sûrement, qui se sont dit, moi, je me fais casser la gueule en manif un samedi sur deux. Quand j'allume la télé ou que je vais sur les réseaux sociaux, tout le monde me dit que la police a raison de faire ça, qu'en plus elle se défend, parce qu'on entend souvent ça, contre moi avec mes mitraillettes, quoi. Je me fais défendre par personne, et là, je vois les agriculteurs qui font exactement pareil, qui subissent les mêmes choses, et eux, par contre, tout le monde se lève pour eux. Donc je pense que ça n'a pas aidé. Et le dernier gros machin, c'est les malheureuses interviews de certains agriculteurs, on y reviendra, notamment de la coordination rurale, qui, alors qu'ils se font bastonner par les policiers, disent les keufs, vous devriez vous occuper des Arabes en banlieue, en gros, tout plein de discours où à chaque fois les mecs ramènent les violences policières, la situation générale au problème des immigrés, et aussi bien sûr des écolos, on l'a vu notamment. Encore une fois, c'est la coordination rurale. Je précise qu'après, j'ai décidé de faire un petit tour qui va être plus étendu pour certains que pour d'autres, des grands acteurs donc politiques du monde paysan et agricole. En gros, les syndicats les plus importants, parce que c'est eux qui représentent la lutte. Mais encore une fois, beaucoup de la coordination rurale qui sont allés attaquer les députés LFI, notamment sur leur position vis-à-vis des pesticides et de la loi du plomb. Donc tout ça aide pas à donner une bonne image de l'agriculteur, encore moins pour le militant de gauche. Mais moi je trouve ça complètement dommage, pour des raisons que je vais énumérer, mais la principale étant qu'il y a de fait dans le monde paysan la possibilité pour le militant de gauche qu'on va dire classique, donc évidemment pas libéral, plutôt écolo, et antiraciste et tout le reste. Eh ben, il y a cette possibilité-là, ça existe dans le monde paysan, et c'est même plutôt très représenté. Et il faut s'y intéresser, c'est super important, je reviendrai à la fin pourquoi. Donc, maintenant, on va essayer de résumer un peu tout ce qui se passe. Donc, depuis globalement le début de l'année, vers novembre, il y a des centaines dans toute la France de mobilisations des syndicats dans les boucles départementales, qui bloque. Alors le plus gros truc, c'est de bloquer les départementales. Donc on met 3 tracteurs sur une départementale et ça bloque tout. C'est ça qui est intéressant et qui rend la lutte agricole toujours bruyante. C'est que si vous voulez un tracteur, c'est quand même très pratique. Il y a ça, il y a eu ensuite des montées vers Paris, ça c'était le plus récent, c'était le plus gros truc. Donc la coordination rurale et la confédération paysanne, donc, dont je vais reparler plus tard, sont montées à Paris jusqu'à l'Assemblée nationale. Il y a eu des trucs un peu plus funky, genre... le gros classique des agriculteurs, c'est de balancer de la bouse sur les différentes ambassades, pas les ambassades, pardon, les préfectures. Là, il y avait eu, je sais plus quelle préfecture qui s'est faite recouverte de lisier, par exemple. Ça, c'est du gros truc coup de poing. On a aussi vu, pas par les mêmes, par la FNSEA, encore une fois, je vais revenir, la différence est importante, qui sont montés jusqu'à Bruxelles, notamment pour, il y en a qui ont mis, je crois, des patates sur la Grand Place à Bruxelles, mais globalement, ils ont fait monter des centaines de tracteurs à Bruxelles, et qui, tout récemment, là, il y a au début de la semaine, qui étaient, cette fois-ci, eux aussi arrivés devant l'Assemblée nationale, mais contrairement à la CR et à la Confédération paysanne, avec l'autorisation du gouvernement. Donc sans répression policière et dans le calme. Le tout dernier truc, là, c'était hier, je crois, la Confédération paysanne a pénétré le ministère de l'Agriculture pour faire une action. Ils ont tous été arrêtés, là, il y en a eu 50 en garde à vue, et ils ont fini par sortir. Donc, si vous voulez, ça fait beaucoup de bruit. Pourquoi ? Eh ben, en fait, il y a 2 grosses raisons. La première étant une maladie qui se propage en France, à grande échelle en tout cas, depuis novembre. C'est la dermatose nodulaire contagieuse.
En général, vous entendez DNC, c'est plus simple. En Savoie, en novembre, plusieurs bêtes ont commencé à avoir chopé le truc. Et comme son nom l'indique, c'est contagieux. Donc ça a commencé à faire peur à beaucoup de gens, et notamment à l'Europe et à l'État, qui, avec le soutien d'abord du Conseil des vétérinaires, a ordonné l'abattage complet d'un troupeau, d'un élevage, dès qu'il y a un bovin, parce que ça concerne que les bovins, pardon, qui était atteint de la maladie. Donc ça, évidemment, ça a un peu fait du bruit. Pourquoi ? Bah déjà, si vous voulez, parce que dans les faits, si un agriculteur perd tout son élevage, c'est une catastrophe, ça va sans dire. Alors, il y a des raisons qui font peut-être moins sens que d'autres. Par exemple, pour un agriculteur qui a son élevage de bovins, potentiellement qu'il a hérité de ses parents, ou même que dont lui s'occupe depuis longtemps, et ben en fait, il a développé une génétique qui lui est unique, qui correspond plus à ce qu'il veut faire, notamment comme viande. Par rapport, c'est aussi des histoires de région, de races, parce qu'il y a des centaines de races. Donc il a développé, si vous voulez, ces 200 bovins qu'il a, il les reproduit, et il sait ce qu'il fait. Là, en l'occurrence, on abat tout un élevage, et ben tu niques la génétique bien précise qu'il avait développée. Autre chose, évidemment, quand ça a été annoncé, quand en Savoie, donc en novembre, on a commencé à abattre, parce que je précise, ça a été mis en place, c'est-à-dire que l'État et l'Europe ont décidé ça, avec le Conseil des vétérinaires, ça a été directement mis en place. Dès les premières semaines de novembre, on a tué des centaines, des milliers de bovins en Savoie. Et ben, quand les premiers ont été abattus, on a annoncé un plan pour que les agriculteurs retrouvent des bovins. Parce que malheureusement, c'est super dur à mettre en place, bien sûr. Donc tu vas dans toute la France, tu réquisitionnes des jeunes bovins, des jeunes veaux, et tu les donnes à cet agriculteur. Ou alors tu réquisitionnes des adultes. En gros, tu fais un patchwork de tout ce que tu peux trouver pour que le mec se retrouve avec à peu près le même nombre de bovins. Déjà, ça c'est dans l'idée. Mais si vous voulez, ça donne, si la personne en retrouve autant, ça donne un truc façon vraiment patchwork, donc des races qui sont différentes. Le gars va prendre des dizaines d'années à recréer la génétique qu'il voulait. Et puis surtout, ça concerne tellement d'agriculteurs. Déjà, si vous voulez, dans la Savoie, ça concernait déjà tellement de gens qu'en fait, il y a vite une file d'attente qui s'est créée pour tout simplement que les gens puissent avoir déjà 1, 2, 3 bovins en plus par rapport à ceux qu'ils ont perdus. Bon, donc les gens déjà se sont levés un peu contre ça. Et puis le deuxième gros machin, c'est surtout qu'en réalité, ça n'a pas marché. En fait, en Savoie, ils ont vite mis ça en place et malheureusement, ils n'ont pas réussi à contenir la maladie. Elle s'est répandue dans toute la France et aujourd'hui, c'est ça qui se passe. En plus, vous ajoutez à ça que le Conseil des vétérinaires a commencé à se rétracter. Évidemment, les différents syndicats ont contacté des vétérinaires indépendants, en tout cas des scientifiques, pour qu'ils donnent leur avis, et ils ont réussi à trouver plein de spécialistes qui disaient que cette méthode-là n'était pas la seule, et qui ont notamment mis en avant l'idée de quarantaine, tout bêtement. Et donc, ils proposent ça depuis novembre, parce que, si vous voulez, ça concerne une grande partie du monde de l'élevage bovin. Donc, et surtout, la plupart des moyens agriculteurs et petits, un peu façon petites et moyennes entreprises, éleveurs. Parce qu'évidemment, plus l'éleveur est gros, plus il va pouvoir s'en mettre. Là, en l'occurrence, ça a surtout tué beaucoup d'élevages minuscules, dont toutes les bêtes, si vous voulez, 200 bêtes, mettons, ont été abattues. À partir de là, il est à 0. Surtout que potentiellement, il faisait que ça exclusivement, donc il se retrouve avec son revenu qui est mort. Donc ça, c'est super compliqué à défendre. Là-dessus, donc, tout le monde s'est levé, d'autant plus que rapidement, les syndicats ont mis en avant, ont considéré que c'était une stratégie de l'Europe, ce qui peut s'entendre, pour sacrifier, tuer définitivement, si vous voulez, l'agriculture bovine en France, pour notamment qu'entre plus facilement le deuxième gros sujet, c'est-à-dire le Mercosur. Donc, on y vient. L'autre gros machin qui vraiment, là en l'occurrence, a pris le devant, c'est les accords du Mercosur. Donc qu'est-ce que c'est ?
il y a maintenant, je crois que c'est 25 ans, ça doit être 99, l'Union européenne avait lancé un plan d'accord de libre-échange avec les pays du Mercosur. Les pays du Mercosur, donc c'est 3-4 pays d'Amérique du Sud, avec en tête le Brésil surtout, qui est celui avec qui va nous concerner le plus en France. Donc c'est un accord de libre-échange dans lequel on supprimerait la plupart des taxes douanières pour les denrées entre toute l'Europe, ça ne concerne pas que la France, toute l'Europe et ces fameux pays du Mercosur. Et comme tous les trucs de libre-échange, ça pose des gros problèmes de concurrence. Là, en l'occurrence, les biens qui sont les plus concernés, c'est encore une fois les bovins et la volaille. Parce que au Brésil notamment, on produit du bœuf et de la volaille avec des employés qui ont des droits du travail minuscules, donc pas de salaire minimum, des heures de travail beaucoup plus étendues, donc ça coûte moins cher, et surtout l'utilisation de produits complètement funky qui permettent d'avoir des bœufs qui font triple taille, donc on utilise de la bouffe protéinée, qui est un truc qui est interdit en France, qui permet d'avoir un bœuf qui a 3 muscles de plus qu'un normal. L'utilisation de pesticides dans l'alimentation des bœufs. De pesticides, je précise, on va y revenir. Pesticides, c'est pas un truc, il faut pas dire qu'on condamne tous les pesticides. Par contre, là, c'est des pesticides qui sont cancérigènes et que nous, on interdit chez nous. Et c'est justement ça qui pose problème. En fait, nous, on a tout un tas de normes, à la fois pour protéger les salariés, les gens qui travaillent sur les exploitations, et surtout environnementales. Parce qu'on a établi que tel pesticide était super dangereux pour la santé, en général ça crée des cancers, on l'a interdit d'utilisation. Malheureusement, quand on interdit un pesticide qui fonctionnait très bien d'utilisation, il fonctionnait très bien parce qu'il était cancérigène. En général, quand on met des trucs fluo, ouais, ça fait des gigantesques carottes, mais après ça fait mal. Mais en tout cas, un pesticide super violent, ça te fait aussi des rendements énormes. Donc les Brésiliens notamment se retrouvent avec beaucoup plus de produits qui leur ont coûté beaucoup moins cher que les Français notamment, et le reste de l'Europe aussi. Donc la crainte des agriculteurs, notamment d'animaux, c'est de perdre à cette compétition, quoi. En gros, une concurrence déloyale. C'est le principe du libre-échange, mais là, c'est, si vous voulez, étendu dans des mesures plus que déloyales. Parce que les gens qui défendent le libre-échange, si vous voulez, disent que c'est un jeu qui se fait dans les règles. En l'occurrence, là, c'est pas le cas, puisque il y en a qui jouent avec plus de cartes, en l'occurrence des trucs horribles pour la santé. Donc ça, c'est ça qui a fait exploser le machin. Bon, donc aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé ? Là, il y a quelques jours, l'Union européenne, alors au final, la France s'est positionnée contre, parce que faut savoir que même les macronistes ont dit que c'était pas bien cet accord, pas forcément parce que c'est les plus grands gauchistes du monde, mais surtout parce que eux-mêmes le trouvaient trop daté. Parce que c'est un truc de 99 et on n'avait quasiment rien changé au machin. Donc eux le trouvaient simplement trop daté à refaire, quoi. Donc si vous voulez, même du point de vue d'un libéral, c'est un peu n'importe quoi. Néanmoins, le truc est quand même passé. Alors j'ai vu là aujourd'hui, LFI et le RN avaient déposé une motion de censure qui a été refusée, qui n'est pas passée. Alors encore une fois, on a pointé le PS et tout, classique. Et donc on ne sait pas trop ce que ça va donner. Il y a une grosse solution qui pourrait aider, c'est notamment ce qu'on appelle les miroirs. Donc en fait, c'est l'idée de ne pas laisser rentrer sur le territoire européen des produits qui ne correspondent pas à nos normes. Malheureusement, le truc, c'est que j'avais vu parce que ce qui est intéressant avec cette lutte, c'est elle concerne tous les pays d'Europe. Donc en fait, ce que nous on a vu en France, c'est arrivé en Irlande aussi, par exemple, où il y a eu Dublin s'est fait assiéger de plein de tracteurs, etc. La plupart des pays, c'est moins que nous, parce que nous, on a une vraie culture du syndicalisme agricole, donc on sait quoi faire.
mais ça a quand même existé. Bon, donc j'ai vu cette députée irlandaise qui parlait il y avait eu comme ça il y a quelques temps là, et qui était encore en rayon, du bœuf brésilien qui était fait avec qui était nourri avec plein de pesticides cancérigènes. Nous, on l'avait interdit, et pourtant il était passé au travers. Donc le problème des clauses miroirs, c'est qu'il faut les mettre en place, et en attendant, ça va sûrement, on aura le temps de voir s'inonder de produits de bœuf brésilien notamment, super dangereux quoi. Et puis en plus, il y a plein de choses qui peuvent se passer sans trop qu'on s'en rende compte, etc. C'est des lois trop floues, globalement. À partir du moment où tu dis, ok, on supprime toutes les taxes, plein de choses vont passer dans tous les cas. Il y a des pesticides que nous, on considère pas comme dangereux encore non plus, mais qu'on n'utilise pas spécialement alors qu'eux utilisent beaucoup. Il y a plein de choses. Bon, donc, on en est là. Maintenant, je me suis dit que le truc vraiment important, c'était de parler des 3/4 grands syndics agricoles. Parce que là, j'ai notamment vu un extrait d'un journaliste de quotidien qui m'a un peu énervé, où il parlait du fait, donc il disait tous les agriculteurs sont rentrés de Paris, c'est bien, tout le monde a pu parler, les bonnets rouges, les bonnets verts, les bonnets jaunes, et c'était tout. Il n'expliquait pas à quel point c'est un monde qui est divers, à quel point il y a une représentation politique opposée parmi les différents agriculteurs, et surtout à quel point c'est important, quoi. Donc bon, j'ai décidé de tous un peu les présenter, c'est pas compliqué. Il y en a 3 gros et il y en a un qui est un peu la petite merdouille du principal. On va commencer par le grand boss, la FNSEA, parce que la création des 2 autres découle des failles et de l'incompétence du premier. Donc la FNSEA, c'est le syndicat majoritaire en France. C'est énorme, c'est quasiment, là je crois, la dernière, parce que je vais parler de majoritaire, de minoritaire, de classement, si vous voulez, de popularité. En fait, en gros, je crois que c'est les 5 ans, à la Chambre des agriculteurs, il y a une élection qui est faite pour élire les sièges des différents syndicats à la Chambre des agriculteurs. Et où les principaux, ça permet en fait de bien voir la popularité de chaque syndicat à l'instant T. La FNSEA, donc, comme depuis sa création et aujourd'hui encore, est le plus gros syndicat. Cette popularité, elle vient déjà d'une hégémonie. Pendant longtemps, c'était le seul syndicat qui représentait les agriculteurs. Et aussi, on verra, tout simplement, en fait, d'un côté un peu centriste. Mais j'attends de présenter un peu les autres avant de faire mon analyse sur le machin. Bon, donc la FNSEA, le gros problème avec ce machin, c'est que la plupart de ses dirigeants et de ses financements sont des grands patrons de l'agro-industrie. Pour vous donner un exemple, le boss, là, qui s'appelle Rousseau, je crois que j'ai oublié son nom, il dirige notamment il est à la tête, pardon, d'un conseil d'administration d'une maxi-industrie de la nourriture bovine au Brésil. Donc il s'occupe d'un truc qui alimente les bovins au Brésil. Donc les fameux accords du Mercosur, pour lui c'est super intéressant. C'est surtout des gros pontes du monde de la céréale. Il y a les mecs de Nestlé par exemple notamment qui financent et qui dirigent ce truc-là. Si vous voulez, le FNSEA, ça représente le monde de l'agro-industrie. C'est les plus grands propriétaires en France de territoires agricoles. C'est la FNSEA, et notamment de la céréale. C'est aussi intéressant, pourquoi ? Parce que la céréale, c'est un truc qu'on exporte énormément, nous. Donc pareil, les accords de libre-échange, c'est des trucs dont ils se branlent plus ou moins, parce qu'ils en font pas. Enfin, ils en bénéficient, eux, puisqu'ils exportent. Ils en ont rien à foutre, la plupart du temps, de la concurrence déloyale, d'autant plus que c'est pareil pour la maladie. Eux, ils sont tellement concernés, il y en a qui font du bovin, hein, mais c'est tellement à grande échelle qu'ils s'en foutent un peu d'abattre quelques 200 bêtes, quoi. Donc, si vous voulez, la FNSEA, c'est les représentants des grands chefs de l'industrie, les mecs qui donnent le là dans ce monde-là, qui jouent surtout le jeu du capital, qui ont appris le libre-échange, qui exportent énormément, qui ont en plus des intérêts à l'étranger, et qui, pour la plupart d'entre eux, sont des amis du gouvernement et du macronisme. Néanmoins, il y a un truc qui est intéressant avec eux,
c'est qu'ils arrivent à jouer depuis toujours les paysans avec l'opinion populaire. Pourquoi ? Parce que c'est un peu ce que j'ai dit avec le mec de quotidien. Si vous voulez, quand il se passe un truc, des tracteurs qui montent sur Paname ou même à Bruxelles, tout le monde dit les agriculteurs. À partir de là, ça prend tout le monde. Sauf qu'en réalité, la FNSEA, ce qu'ils font, c'est qu'ils sortent, certes, de temps à autre, ils sortent les tracteurs. Vous l'avez vu, par exemple, là, c'est ce que j'essayais d'expliquer tout à l'heure. D'abord, on a eu la cohorte rurale et la conf qui sont montés à Paris en passant des bandes CRS, en se faisant casser la gueule, couverts de violence, c'était une catastrophe. Et ben, une semaine après, la FNSEA, ils ont demandé au gouvernement est-ce qu'on pourrait aller devant l'Assemblée nationale pour mettre 5 tracteurs et une banderole dans la paix tranquille. Ils ont dit oui, donc on a vu ça. Si vous voulez, une semaine avant, t'avais la cohorte qui se faisait bousculer, qui n'arrivait pas à passer. Il y avait des arrestations tous les jours. Et une semaine après, dans le plat le plus total, pas un policier à la ronde, il y a la FNSEA. En fait, ce qui se passe à chaque fois, c'est la FNSEA négocie ce qui l'intéresse. Ce qui intéresse ses dirigeants. C'est pas ce qui intéresse forcément les syndiqués là-bas. En tout cas, ses dirigeants négocient avec le gouvernement, en l'occurrence Macron, ce qui l'intéresse. Et ensuite, après avoir négocié ou pendant les négociations, sort un peu les tracteurs pour se mettre, si vous voulez, au milieu de la masse des autres agriculteurs vraiment mécontents. Par exemple, à aucun moment, la FNSEA, si vous voulez, n'a remis en question les accords du Mercosur dans la globalité. Ils ont réussi, par exemple, eux, ils avaient 3-4 demandes, des trucs minuscules, qu'on sait même pas trop ce que c'est, qui les faisaient chier, et c'est ce qu'a ensuite défendu Macron, ses représentants à l'Europe. Mais par contre, ils n'ont jamais condamné en soi le Mercosur, tandis que les autres, si, évidemment. Pareil, ils n'ont pas du tout plaidé contre l'abattage total. Absolument pas. Et ça, c'est des faits, ce que je dis. C'est quand tu t'intéresses un peu aux rares conférences qu'ils ont fait dans des milieux évidemment plus restreints, surtout ce qu'on a appris après des réunions avec le gouvernement, c'est qu'ils ne demandent pas ça. Par contre, ils vont être les premiers à s'immiscer, à faire partie, si vous voulez, dire qu'ils sont au devant de la lutte des agriculteurs. Ce sont des agriculteurs. Bon, de fait, la plupart du temps, en fait, c'est pas vraiment des agriculteurs, c'est des propriétaires de terres agricoles, mais ils ont rien du paysan. On va y revenir, c'est un terme important. Donc, si vous voulez, en réalité, ce sont simplement des gros mythos, quoi. En fait, c'est des mecs qui arrivent très bien à utiliser du grand flou qu'il y a parmi la population, encore une fois, notamment urbaine, qui met tous les agriculteurs dans le même sac, alors qu'en réalité, ce sont, si vous voulez, des grands patrons qui s'en foutent complètement du paysan moyen et qui n'hésitent pas à le bouffer et à bouffer ses terrains. Par contre, il y a une question qui est légitime, c'est pourquoi est-ce que la FNSEA est le syndicat majoritaire aujourd'hui ? Pourquoi est-ce que la plupart des paysans et des agriculteurs, même pauvres et moyens, sont syndiqués chez eux ? Eh ben, pourquoi est-ce que Macron est au pouvoir ? En fait, c'est un peu pareil. C'est que les autres représentants, les autres possibilités qui existent dans le monde agricole qu'on va voir juste après, beaucoup les considèrent trop extrêmes. Et à partir de là, il y a une sorte de centre un peu ridicule qui émerge, façon Macron, littéralement. C'est des mecs il y a plein d'agriculteurs qui trouvent ça important de se syndiquer, mais par contre, ils se retrouvent pas dans la conf, et ils se retrouvent encore moins dans la coordination rurale, ou l'inverse, et donc ils trouvent ça plutôt pas mal. Pareil, encore une fois, pendant longtemps, c'était une hégémonie, donc il y a des gens qui, leurs parents étaient à la FNSEA, et ben ils y sont aussi. Il y a plein de détails qui font que ça y reste. Par contre, un peu à la manière d'un Macron, petit à petit, là, la dernière chambre qui était cet été, la FNSEA se fait bouffer des deux côtés, à gauche, à droite, et les alternatives prennent de l'importance. Exactement comme on l'a dans le monde politique avec le RN et globalement LFI qui bouffent un peu du macroniste. Bon, justement, c'est qui ces deux autres ? Eh ben, la coordination rurale, on va commencer parce que je vais beaucoup m'attarder, en tout cas autant que je le peux, sur la conf paysanne, parce que ce qui est intéressant avec la conf paysanne, c'est que justement, toi, militant de gauche, moyen, urbain, qui trouve que les agriculteurs, c'est des péquenots racistes, et qui surtout bouffent du pesticide avec plaisir, eh ben non, justement, la conf paysanne, c'est des vrais camarades. Mais on n'y est pas encore, on va rester sur la cohorte qui est un peu moins, c'est un peu moins nos potes. Bon, déjà, la coordination rurale, c'est important de le dire,
ils ont fait là, les dernières semaines, jusqu'à un certain point, main dans la main avec la Confédération paysanne, en opposition avec la FNSEA. Là, ce que je vous explique de la FNSEA, c'est des gros connards de patrons et tout, c'est un truc que les paysans des autres syndicats hurlent depuis des années. Qu'ils jouent contre eux, tout ça, que c'est des gros traîtres, etc. C'est un truc connu, si vous voulez, comme nous, à gauche, on dit que le PS, c'est les traîtres, et ben la FNSEA, c'est la même histoire, quoi. Donc la coordination rurale est née d'une déception en la FNSEA, notamment pour l'agriculteur moyen et très petit. C'est important de rappeler que la coordination rurale, vous allez le voir, c'est pas spécialement les copains à gauche, mais par contre, c'est des mecs qui galèrent souvent. Alors, pareil, les syndicats, là en l'occurrence, on est à la dernière chambre d'agriculture, si je dis pas de conneries, c'est entre 20 et 30% qu'ils ont fait comme résultat, donc c'est beaucoup de gens. Là, je vais présenter un peu, si vous voulez, le syndiqué à la cohorde classique. Mais il y a plein de gens différents, encore une fois, c'est comme la FNSEA, il y a des raisons historiques, locales, mais dans l'idée. Donc la cohorde, c'est avant tout des gens qui, globalement, galèrent. C'est pour ça qu'ils ont été en première ligne, là, sur les dernières grosses actions. C'est parce que ils ont été pour beaucoup touchés par notamment la maladie, parce qu'il y a beaucoup d'éleveurs bovins dans la cohorde, mais pas que, et aussi par le Mercosur. Si vous voulez, la plupart des syndiqués qui sont montés, c'est des mecs qui vont crever la gueule ouverte si toutes ces choses-là, si ça continue d'abattre les bovins, si le Mercosur va dans la direction qu'on croit. Donc c'est des mecs qui sont honnêtes, c'est important, parce que je pense qu'au vu de ce que je vais dire après, on peut vite perdre de l'affection pour ces mecs-là, mais ça reste des gens qui galèrent et qui font ce qu'ils peuvent. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'ils ont de si problématique, les mecs de la coordination rurale ? Eh ben, c'est souvent présenté, plus ou moins à raison, comme le syndicat des potes du RN. Alors, pourquoi ? Eh ben parce que, notamment, les extraits que vous avez pu voir qui n'ont pas aidé, c'est les fameux mecs avec les bonnets jaunes qui disent que les keufs devraient s'attaquer aux Arabes, que l'avenir c'est avec Marine Le Pen, etc. Eh ben tous ces mecs-là, c'est des gars de la coordination rurale, toujours. Toujours. Maintenant, là, on pourrait dire que c'est surtout des opinions un peu au hasard, parce que ça n'a rien à voir avec le monde agricole. Ça, c'est vrai. Si vous voulez, bon, il y a la plupart... Ça pourrait être un hasard que tous les mecs racistes soient à la coordination rurale, mais de fait, il n'y a rien dans le programme, si vous voulez, de la coordination qui dit que c'est la faute des Arabes. Par contre, il y a des politiques volontiers anti-immigration, mais qui sont plus ou moins floues. Par contre, là où vraiment, c'est écrit noir sur blanc, c'est la position sur les pesticides. Et là, par contre, c'est des positions qui sont très proches du RN, et en tout cas d'un monde agricole réactionnaire. Bon, qu'est-ce que ça veut dire leur opinion sur les pesticides ? Eh ben, tout bêtement, la fameuse loi du plomb là, de cet été, qui donc présentait le retour de pesticides super dangereux, ultra cancérigènes, eh ben, la coordination rurale s'est prononcée pour. Alors, souvent, attention, c'est pas, encore une fois, comme la plupart du temps, c'est jamais du gros patron comme la FNSEA qui a des milliers d'hectares qui doit faire pousser. C'est un agriculteur moyen qui arrive plus à faire fonctionner sa terre, qui est morte, et qui a besoin de pesticides encore plus nocifs. Parce qu'en fait, c'est très simple, pour des soucis de rendement, après la Seconde Guerre mondiale, pour des soucis de rendement, on s'est mis à utiliser de plus en plus de pesticides. Alors il y a plein de pesticides, si vous voulez, qui sont pas problématiques en soi. Par exemple, la bouillie bordelaise, qui est utilisée contre le fameux champignon dont j'ai oublié le nom, je sais plus, contre ce fameux champignon là, le mildiou. Donc le mildiou, c'est un champignon qui a niqué toutes les vignes de la France pendant un moment, et on a dû ensuite importer des vignes, notamment américaines, pour tout reconstruire. Encore aujourd'hui, le mildiou est super dangereux pour les vignes.
Et ben on a créé la bouillie bordelaise, qui est un truc qu'on fout sur les vignes, je crois que c'est du cuivre, pour niquer le mildiou. Ça, c'est un pesticide qui est utilisé tout le temps et qui, s'il n'est pas trop utilisé, n'est pas trop dangereux. Je crois qu'il y a des alternatives, genre de la bouillie je sais pas, de la bouillie, non, de la bouillie d'ortie, des trucs comme ça. Mais globalement, si vous voulez, c'est utilisé, même dans le bio, c'est utilisé, et c'est pas en soi trop problématique. Ça peut être trop utilisé, ça peut être dangereux, mais globalement, ça l'est pas trop. Il y a plein de pesticides que les agriculteurs utilisent tout le temps, même dans le bio. C'est pas ça qui est problématique. Ce qui est chiant, c'est quels pesticides tu utilises. Et donc, au fil des années, les agriculteurs ont utilisé de plus en plus de pesticides jusqu'à niquer leurs terres. Parce qu'on nique la biodiversité, tu fous des trucs dans le sol qu'ils ne devraient pas avoir, et donc ça pousse de moins en moins bien. Et comme plein de choses, ça pousse de moins en moins bien, donc tu utilises de plus en plus de pesticides lourds. Et tu la tues de plus en plus. Et donc, si vous voulez, aujourd'hui, une partie des agriculteurs ont une terre qui est complètement crevée et qui est surtout ultra dépendante à des pesticides qu'on sait maxi dangereux. En réponse à ça, la coordination rurale a fait un choix qui répond plus, si vous voulez, de la réaction immédiate, qui est de la survie des agriculteurs, c'est pour ça que je dis que ça s'entend, mais qui est d'aller à fond dans le pro-pesticide, et notamment de soutenir la loi du plomb, alors que pour la loi du plomb, il y a un pesticide dont j'ai oublié, l'acétramipride ou je sais pas quoi, qui est le gros problème dans la loi du plomb, parce que c'est un truc qui crée des centaines de cancers par an, et que tu peux retrouver dans plein de bouffe, et qu'on avait interdit et qu'on a prévu de réintroduire, parce qu'effectivement ça aiderait sûrement les récoltes, mais c'est beaucoup trop dangereux, c'est une question de santé publique qui est super compliquée. Et là-dessus, la coordination rurale, c'est là qu'elle est, on va dire, la plus... de droite, c'est pas forcément le bon terme, parce que aujourd'hui, la droite parle pas spécialement, la droite, en tout cas d'élection, parle pas spécialement des pesticides, mais le RNC, par exemple, mais en tout cas, c'est une opinion, on va dire, plus réactionnaire. Donc l'ACR, c'est ça, globalement, c'est malheureusement des affinités avec le Rassemblement National. Ça, c'est établi, il y a des rapprochements, même si vous voyez, par exemple, là, le chef de la cohorte, le président, c'est un mec qui était un ancien candidat pour Macron, donc vous voyez, il y a plein de trucs, mais globalement, c'est proche du RN, mais ça se voit pas tant dans les programmes, ça se voit dans les discours, mais notamment dans les affrontements face à la police, où dès qu'ils peuvent, ils calent les Arabes, et surtout dans l'opinion vis-à-vis du pesticide. Les troisièmes, c'est qui ? C'est les copains, c'est la Confédération paysanne. Bon, la Confédération paysanne, c'est créé pareil, en réaction à la FNSEA, dans les années 80. C'est l'alliance, bon ça c'est pas super important, mais c'est l'alliance de deux syndicats de l'époque qui s'unit et qui devient rapidement super important, notamment chez ce qu'on va appeler la classe, ce qu'eux appellent la classe paysanne, donc en gros la classe perdante du libéralisme et du libre-échange. De qui est-ce qui parle par là ? Eh bien tout simplement de l'agriculteur qui n'arrive pas à jouer le jeu de l'agro-industrie. Donc qui n'a pas des milliers d'hectares dédiés aux céréales, à quelque chose qu'il arrive à expandre. C'est, si vous voulez, le vigneron de base, le maraîcher de base, l'éleveur de bovins classique, si vous voulez, c'est quelqu'un qui a raté le jeu de la mondialisation, qui n'a pas voulu ou qui n'a pas pu se spécialiser dans un truc qu'on exporte, et qui surtout n'avait pas les fonds pour grandir. Ce qui s'est passé rapidement, si vous voulez, dans le monde agricole à partir des années 80, c'est qu'on a eu de moins en moins d'agriculteurs, mais de plus en plus de patrons qui ont créé de vraies agro-industries. Donc tout bêtement, là où il y avait, 10 mecs qui cultivaient l'un des châtaignes, l'autre était maraîcher, un avait des chèvres, tous ces mecs-là se sont fait bouffer par un gros gars qui a décidé de tout faire d'un champ de blé, par exemple, enfin de dizaines d'hectares de blé, pour se dédier qu'à ça et exporter ensuite, ou en tout cas créer un empire autour de ça. Donc c'est en parlant à ces mecs-là que la Confédération paysanne est devenue un peu importante. Pareil, elle a pris de l'importance. La première fois que vous avez entendu parler de la Confédération paysanne, c'est sûrement avec José Bové.
Vous voyez José Bové qui, je sais plus quand, ça doit être tout début 2000, il avait fait démolir avec son tracteur un McDo. Et ben ça, c'est José Bové, c'est un mec de la conf paysanne et c'était notamment une action soutenue par eux. C'est des mecs qui sont familiers des actions coup de poing. Et donc ça, c'était un de leurs premiers gros coups d'éclat. Aujourd'hui, la Confédération paysanne, c'est genre 20%, je crois, à la dernière, à la dernière, à la dernière chambre des agriculteurs. Donc c'est toujours important, même si de fait ils gagnent pas, si vous voulez, le grignotage de la FNSEA. Là, c'est la cohorte qui est deuxième pour l'instant. Mais ils existent quand même toujours. Et surtout, c'est pour moi les seuls qui ont un vrai programme de changement de société. Leur gros truc, c'est de développer ce qu'ils appellent l'agriculture paysanne. Donc l'agriculture paysanne, ils ont un peu une sorte de slogan qui est l'agriculture paysanne, c'est produire pour nourrir, pas produire pour produire. Bon, vous voyez ce que ça veut dire. En gros, c'est contre l'ultracapitalisme qui surproduit et qui ensuite trouve un moyen d'envoyer où il peut tout ce qu'il a fait. Eux, leur métier, il est au centre d'aider le reste de la population. Et ils ont un programme qui est très clair, parce qu'en fait, ce qui est intéressant avec les syndicats et surtout la conf paysanne, c'est qu'ils ont un peu une sorte de grand manuel de comment tu fais pour devenir un bon agriculteur paysan. Donc, parce que évidemment, encore une fois, c'est un syndicat super important, donc tu as plein de gens divers. Tu as des gens qui vont correspondre parfaitement à ce que je vais expliquer ensuite, d'autres qui, si vous voulez, sont simplement plutôt écolo, plutôt de gauche, et donc ça leur parle, quoi. Mais il y a plein de gens. Mais dans l'idée, ils ont un peu une sorte de manuel de comment être un bon paysan, quoi. Alors, ça s'articule autour de plusieurs trucs. Déjà, l'idée de répartition et de partage. Vous allez voir, les gauchistes, ça va vous plaire. Donc, répartition et partage. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh ben, déjà, répartition. Dans l'idée, il n'y a pas pour l'instant de réquisitionner des grands terrains, hein, mais c'est surtout une position d'opposition, encore une fois, aux grands patrons de l'agro-industriel. Donc, l'idée, c'est qu'un paysan puisse exploiter son terrain autant qu'il le puisse, sans manger sur ceux d'autres. Encore une fois, donc c'est... en gros, toi, tu fais ton max sur ton territoire, mais par contre, l'idée, c'est pas d'avaler les autres. Si vous voulez, c'est un truc anti-concurrentiel. Et ça mène à l'autre truc qui est le partage. Bon, qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, globalement, c'est l'idée d'une collaboration, encore une fois, c'est anti-concurrence, entre les paysans. Ça se met sous la forme, tout bêtement, du partage du matériel et des bras. Et ça donne, si vous voulez, le truc idéal de la Confédération paysanne, c'est ce qu'ils appellent la ferme collective. Alors comme ça sonne un peu tambour, flûte et on fait des câlins des arbres. Mais il faut préciser un truc important. Certes, la conf paysanne, c'est des gros gauchistes. Par contre, c'est pas des néo-ruraux qui vont faire planter 3 radis. C'est des vrais paysans, c'est des vrais agriculteurs qui produisent beaucoup et qui connaissent leur métier. Et ça, c'est important de le dire, parce que je pense que ça peut être un truc, comment je vais les décrire, on va pouvoir peut-être comprendre ça, mais c'est pas ça du tout. C'est des paysans. En plus, bon, vous pouvez vous dire qu'il y a 20% des agriculteurs syndiqués qui votent pour eux, c'est que c'est pas non plus 3 babos en chemise, quoi. Bon. Donc, leur grand idéal, c'est la ferme collective. La ferme collective, c'est pas une maison hippie, c'est simplement, si vous voulez, une organisation du monde agricole en association. Donc en fait, exemple, vous êtes 9 agriculteurs, 9 paysans, parce qu'ils n'aiment pas le terme agriculteur, 9 paysans sur un terrain donné, qui s'étend à, attention, des centaines parfois d'hectares. Hein. Mais vous êtes 9 à bosser sur ce même truc, dans la même entité, où vous produisez chacun des trucs différents. Donc sur les 9 mecs, il peut en avoir un qui fait de la chèvre, d'autres qui est maraîcher, un autre qui fait du bovin, autant de trucs que possible. Sachant qu'en plus, c'est un truc qu'ils mettent beaucoup en avant, eux, parce que un des trucs qu'adore la Confédération paysanne, c'est la diversité de la production.
Ils ont beaucoup de mal avec, encore une fois, le mec qui va récupérer à tous les paysans du coin ces hectares pour se retrouver avec 2000 hectares de blé et de céréales. Parce que eux, leur position, qui est factuelle, c'est que plus une terre est diverse, plus elle produit des choses diverses, plus la terre est vivante, et plus les produits qui en sortent sont bons. Pareil, si vous voulez, un des trucs qui n'a pas aidé l'appauvrissement des terres, c'est la surexploitation d'un produit donné. Quand tu as une terre qui est diverse, où tu produis plein de choses différentes, le monde vit. Et donc, il permet de produire des trucs plutôt mieux. C'est pas non plus super déconnant comme opinion. Donc eux, la ferme collective, c'est déjà ça. C'est des gens qui travaillent ensemble et qui produisent des trucs différents sous le même chapeau, quoi. En plus, avec, encore une fois, l'idée du partage du matériel, si vous voulez, il y a 2 tracteurs pour les 8 gars, quoi, et c'est le même machin. Pareil, l'aide de bras, souvent un trésor commun qui fait que quand il y en a un qui est plus dans la galère, alors que l'autre, son fromage de chèvre, il marche du tonnerre en ce moment, eh ben, on se soutient. C'est encore une fois une logique super de gauche et collective. L'autre machin qui évidemment, vous le voyez venir, qu'ils aiment beaucoup, c'est le local. Donc, la plupart du temps, le paysan de la conf paysanne, quoi qu'il fasse, il essaye de le faire consommer local. Alors local, c'est un peu large, ça peut évidemment aller jusqu'au national, mais bon, dans tous les cas, on essaye de pas trop envoyer ces trucs au Brésil, justement. Mais si vous voulez, c'est la plupart du temps quand vous allez dans des magasins de primeurs à la campagne, même certaines coopératives, eh ben, c'est produit par quelqu'un qui a un mode de vie paysan. Alors, c'est pas tout le temps des mecs de la conf paysanne, mais les mecs de la conf paysanne essayent de donner que leur bouffe soit vendue dans des endroits comme ça. Des magasins collectifs, des magasins bio, tout ce qui touche au local. Et bien sûr, à l'endroit même, à la ferme même. Donc l'idée, c'est de nourrir autour de soi, avec comme idéal chaque coin qui est indépendant des autres et qui vit avec ce qui est produit sur le coin. Donc ça, c'est super intéressant déjà écologiquement, ça évite trop de transport. Et puis surtout, ça garantit un truc que eux aiment beaucoup, c'est la qualité du produit. Ils sont pareils, comme si vous voulez, les mecs de la Confédération paysanne, ils savent qu'ils font des trucs de qualité, et ben ils insistent pour qu'on mette en avant et qu'on oblige une transparence sur les produits vendus. Alors eux, ça les aiderait beaucoup parce que la plupart du temps, ils font du bio. Et en tout cas, ils savent ce qu'ils font. Alors que ça ferait chier le mec de la coordination rurale ou le mec de la FNSEA qui a un hangar avec des milliers de poulets dedans. Eux, eux, ça les arrangerait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ensuite, là où pareil, ils se retrouvent avec la plupart des militants de gauche, c'est leur opinion sur les pesticides. Encore une fois, il y a ce truc-là de la diversité de la terre, du local, de la qualité du produit. Tout ça, évidemment, fait qu'ils ont un peu de mal avec l'idée du pesticide dangereux. Je répète, les mecs de la conf paysanne, c'est pas qu'ils utilisent aucun pesticide, c'est qu'ils essayent d'en utiliser le moins possible et surtout aucun de cancérigène. En plus, il y a des pesticides qui sont naturels. Encore une fois, là, je parlais de la fameuse bouillie d'ortie. Mais il y a plein de moyens, je suis pas paysan. Donc, eux, ils sont archi anti-pesticides, notamment de la loi du plomb. C'est pour ça qu'on les a vus militer contre celle-ci, là, cet été. C'est là où ils sont en opposition totale avec les deux autres gros syndicats. Parce que, si vous voulez, on va le dire comme ça, c'est des gros écolos, en fait. Ils sont pour une bouffe locale, bien faite, dans un environnement divers, un écosystème qui fonctionne. C'est des gros écolos. D'autant plus qu'ils prônent la décroissance. Vous voyez ce truc-là de produire pour nourrir et pas produire pour produire, bah c'est pareil. On produit autant que ce que les gens vont manger. Et d'ailleurs, je précise un truc, faut savoir que là... les mecs de la conf paysanne, c'est pour ça que je trouvais ça important de dire que c'est pas 2-3 babos qui font 3 radis, c'est des mecs qui ont des rendements
qui justement, ils ont prouvé avec le temps que les premiers mecs qui ont commencé à suivre ces idées-là, d'une terre diverse notamment, et ben ça fait plusieurs années que ça fonctionne. Et donc, ils ont beaucoup de produits qui marchent. Je veux dire, c'est pas on court après 3 tomates. Ils sont capables d'alimenter. Il y a plein, par exemple, l'exemple à la con, mais qui fait un peu mignon, mais qui est vrai. Il y a plein de villes qui aujourd'hui, leurs cantines municipales, c'est que des produits de paysans locaux. Si vous voulez, ça fonctionne. On n'est pas si demain tout passe aux mains de la conf paysanne dans l'agriculture et qu'on bouffe que français et local, on n'aura pas de problème de bouffe. Par contre, il faut. Ce qui sera génial, c'est qu'on mangera beaucoup mieux, on mourra moins vite. Donc le problème, c'est pas vraiment le manque de bouffe que créait ce mode de vie-là, c'est qu'on a créé les paysans, malheureusement, pour beaucoup, ont créé des terres dépendantes et aujourd'hui qui sont pourries par leurs pesticides. Et donc ça prend du temps. Il y a ceux qui l'ont fait très vite ou qui l'ont jamais trop fait, parce qu'il y a eu des terres qui ont été abandonnées, qui les ont repris ensuite, qui n'ont pas eu à utiliser des pesticides qui aujourd'hui ont niqué leurs terres. Mais par contre, pour le mec qui l'a niqué depuis 20-30 ans, eh ben, ça va prendre du temps. Et ça, c'est un truc qui, et il faut le comprendre, est dur à accepter pour certains. Et c'est toute la complexité d'une loi comme la loi du plomb. Et peut-être allez, 2 derniers trucs sur la conf paysanne qui sont intéressants. Et là pareil, on est sur du marxisme délicieux, c'est la volonté de mettre en place un salaire minimum paysan. Donc une sorte de salaire universel alloué à tous les paysans. C'est pas, ils ne demandent pas un SMIC, mais quand tu vois que la plupart des paysans, les mecs qui s'en sortent avec, je sais pas, 100 balles par mois, des trucs surréalistes par rapport à ce qu'ils produisent, eh ben, eux ils demandent ça, parce que, en fait, vous n'êtes pas sans savoir que l'agriculteur, c'est un des métiers les plus prompt au suicide depuis malheureusement des dizaines d'années. Et ben c'est surtout pour des raisons économiques. En fait, y a des mecs qui vivent, ils ont fait 20 balles le dernier mois, alors que c'est censé être un métier. Ça aide pas, si vous voulez. Et ben eux, ils veulent mettre ça en place. C'est un de leurs gros machins qui, pour eux, aiderait la santé mentale de l'agriculteur, et c'est un truc qui est important pour eux. Et le dernier gros truc, qui encore une fois fait d'eux un peu des gauchistes super, c'est l'importance qu'ils accordent à la convergence des luttes. Alors ça, historiquement, la conf paysanne, du fait de son côté un peu unique dans le monde agricole, mais qui n'est pas inexistant du tout, encore une fois, c'est plus de 20% des gens, donc il y en a plein, mais par contre, ils sont aux antipodes de tous leurs potes. Et ben c'est que rapidement, ils ont voulu s'allier avec notamment les militants écolos, mais pas que. Et par exemple, on les a retrouvés là dans l'histoire des méga-bassines il y a 1 an et demi, et ben la conf paysanne y était, avec les soulèvements de la terre qui depuis sont devenus leurs gros potes. Donc par exemple, je précise, les soulèvements de la terre, je pense que vous connaissez, mais c'est un mouvement écolo super important qui prône l'action immédiate notamment. C'est eux qui étaient à l'origine de l'aéroport, de la ZAD, de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, des Landes, plein de trucs comme ça. C'est des mecs super intéressants et super inspirants par ailleurs dans leur manière de faire. Et ben, les soulèvements de la terre et la conf paysanne, ils sont main dans la main depuis plusieurs années. Et là, par exemple, la semaine dernière, je dirais, la conf paysanne a bloqué le périph' à Paris, si je dis pas de conneries, je crois que c'était le périph'. Eh ben, ils l'ont fait avec l'aide des soulèvements de la terre. Bon, ce qui est intéressant avec ça, c'est que la conf paysanne amène des tracteurs, et les soulèvements de la terre amènent du nombre. Et surtout, ils se réunissent parce qu'ils ont les mêmes idées, en fait. La conf paysanne prône la décroissance, la lutte contre les pesticides nocifs, et le local. Les soulèvements de la terre, qui sont écolos, si vous voulez, c'est parfait pour eux. Et surtout, ils ont été intelligents, plus que la plupart des militants de gauche. C'est que les soulèvements de la terre, ils ont compris qu'on ne pouvait pas faire un monde sans alimentation. Et de ce fait, on ne pouvait pas faire un monde sans agriculture. Donc il faut trouver des copains là-dedans, les écouter, et en plus, souvent, ils ont des idées intéressantes. Et ça, c'est le cas de la conf paysanne. Autre aspect un peu convergence qu'ils ont, c'est qu'ils ont créé un syndicat
en plus, qui s'appelle les Amis de la Conf, dans lequel globalement vous pouvez en vrai faire des dons à la Conf paysanne, mais même il y a des réunions de temps en temps, on peut les aider notamment pour les manifs, etc. Mais si vous voulez, il y a une main tendue vers la personne, mais qui est un peu évidente quand tu vois à quel point ils sont anti-pesticides cancérigènes, parce que globalement, euh, ce qu'a oublié la coordination rurale, c'est que si toute l'humanité meurt à cause de leurs carottes radioactives, ils vont plus pouvoir la vendre à grand monde. Alors que la conf paysanne, ils disent, les gens, nous, c'est quand même important pour eux, on veut vivre de manière décente en tant que paysan, on vous propose ça, notamment le salaire minimum. En échange, la terre va pas brûler, notamment grâce à nous, parce qu'on va arrêter de faire venir de la bouffe de l'autre côté de l'Union européenne. On va arrêter de surproduire avec des centaines d'hectares qui marchent avec des machines de l'enfer. Euh, on va arrêter aussi de pourrir les terres. Et surtout, vous n'allez pas bouffer des trucs qui vous tuent, quoi. Donc ça, c'est super intéressant. Autant pour le... En fait, c'est un programme de changement de société dans lequel le paysan survit, vit même, dans l'idée, et la personne, l'humain qui bouffe, meurt pas, quoi. Parce que, sans déconner, là, notamment les pesticides qui concernent la loi du plomb, et aussi ceux qui vont nous venir du Brésil, c'est dangereux, mais mortellement, si vous voulez. Il n'y a rien qu'on fait autant que manger. Donc, s'il y a des trucs dangereux dans notre bouffe, c'est vraiment la merde, quoi. Et la coordination rurale l'a vu d'une certaine manière, parce qu'il s'oppose au Mercosur, mais plutôt pour des raisons économiques, ça s'entend, parce que c'est des gens qui ont besoin de vivre. Mais par exemple, la coordination rurale fait beaucoup d'actions où ils stoppent à la frontière des gros camions et ils regardent d'où ça vient et si ça vient pas, pardon, d'où ça vient et si ça respecte ou non les normes françaises, et auquel cas ils bloquent les camions. Mais ça, c'est pas vraiment pour des raisons écologiques, parce qu'en fait, la vérité, c'est qu'une partie des gens de la FNSEA et de la coordination rurale, ils s'en foutent. Si les normes pouvaient exploser, ça leur irait tout à fait. Ce qui dérange, c'est que les autres n'en ont pas, donc c'est déloyal. Tandis que la conf paysanne, c'est dans leur ADN de s'y opposer. Bon, je termine quand même. J'avais dit vite fait que c'était sur la conf paysanne était pas mal euh, adepte des actions, elle aussi, qu'on va dire directes, même si c'est pas action directe. Par exemple, là l'autre jour, ils se sont attaqués à un local d'une multinationale je sais plus d'où est-ce que c'est, si c'est du Qatar ou je sais plus où, qui fait des tomates. Sauf qu'en fait, on a un accord lieu avec une partie de l'Afrique du Nord, mais qui concerne justement pas cette partie-là, parce que ça créerait une concurrence trop déloyale. Par exemple, là pour leurs tomates, ils les vendent genre à 4 euros le kilo, tandis que nous c'est plus 10, parfois 12 euros le kilo. Mais parce qu'en fait, au Qatar, si vous voulez, la protection du travail, c'est peanuts, quoi. Donc les mecs sont quasi esclaves. Et pareil, pour comment est-ce qu'on fait pousser les tomates. C'est les mecs qui sont capables de faire pousser des tomates triple taille parce qu'ils mettent des trucs jaune fluo dessus, quoi. Et ben, face à ça, la conf paysanne, à la fois pour protéger ces paysans qui font des tomates, et, euh, et aussi le consommateur, et ben ils rentrent dans le local et ils volent toutes les tomates. Bon, à chaque fois, ils se font arrêter, mais ils s'en foutent parce que ça leur permet aussi d'en parler. Autre truc qui est important aussi pour la conf paysanne, c'est que vous verrez quasiment jamais un mec de la Confédération paysanne qui fait pousser, par exemple, des tomates en serre avec du coton, par exemple. Si vous voulez, c'est des trucs... Il y a aussi un machin de respect de la saison, de réintroduire ce que signifie la saison, le rythme des aliments. C'est la décroissance dans le sens le plus pur de celle-ci, quoi. C'est réapprendre à consommer, réapprendre à vivre avec le rythme qu'on devrait imposer, quoi, qui est le bon si on veut pas finir en enfer, quoi. Là-dessus, donc, qu'est-ce qu'il me reste à dire en gros? Tchou, tchou, tchou. Nanana. Ouais.
En gros, là, donc j'en ai parlé au début, pour les issues directes vis-à-vis des deux gros problèmes que sont le Mercosur et l'abattage complet. Pour l'abattage complet, on ne sait pas trop parce que là, actuellement, l'Europe et l'État demandent des alternatives qui sont données, mais qui ne trouvent pas assez intéressantes. On peut dire que c'est un peu du complot, que l'Union européenne essaye en profite pour faire abattre tous les bœufs, mais c'est quand même étonnant parce que l'idée de la quarantaine est soutenue par beaucoup de vétos spécialisés de la question maintenant. Au début, encore une fois, il y avait un peu un consensus qu'on croyait, en tout cas c'était ce qu'on croyait vis-à-vis de l'abattage, mais là c'est de moins en moins vrai, donc on sait pas trop. En attendant, même si ça s'arrête aujourd'hui, si vous voulez, il y a des centaines de milliers d'éleveurs qui ont complètement tout perdu hein, et qui vont pas retrouver tout de suite. Encore une fois, on peut pas repeupler tous les élevages bovins en 6 mois, quoi. Et 6 mois, c'est beaucoup déjà pour un agriculteur. Pour le Mercosur, il y a l'idée des miroirs, donc potentiellement, si vous voulez, une usine, en tout cas, non, un élevage plutôt de bovins brésiliens qui utilisent des trucs nucléaires pour ces bœufs, ils ne devraient pas passer en Europe. Mais ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est des trucs qui mettent beaucoup de temps à mettre en place, qui sont super durs à contrôler, parce qu'à partir du moment où on fait péter les taxes douanières, en fait, tout passe, quoi. Donc c'est un peu compliqué. Et surtout, ça met du temps à mettre en place, parce que tu sais pas vraiment ce que tu interdis, parce qu'il y a des trucs qui n'ont pas le même nom, mais qui sont les mêmes choses, donc il faut établir ça. C'est super compliqué. Et puis on peut pas vraiment compter sur l'Union européenne, ni sur la FNSEA, par exemple, en France, pour vraiment faire quelque chose. Encore une fois, la FNSEA, les mecs importants, soit comme Rousseau, ils ont des entreprises au Brésil, donc là c'est caricatural, soit tout bêtement, en fait, eux, ça les arrange bien parce qu'ils vont exporter. Par exemple, il y a des grands producteurs laitiers. Et ben eux, c'est très simple, ils font du fromage. Et ben le fromage, ça va être super prisé au Brésil, en Amérique du Sud, encore plus quand ce sera moins cher. Ils s'en foutent complètement parce qu'ils font pas, ils ont pas 200 volailles ou 300 bœufs, ils s'en branlent. S'ils en ont, c'est à des mesures tellement importantes. En plus, ils pourront le faire passer en produit de luxe parce que le truc, c'est que avec la concurrence déloyale, le bœuf français, par exemple, va devenir super cher. Donc, il y en a qui sont capables de le faire passer au luxe, mais il faut de l'argent pour le marketing, pour la communication. Il y a plein de trucs qui font que les gens très importants à la fois en France et en Europe vont pas faire grand-chose. Donc il n'y a pas trop d'espoir. Par contre, je pense que il faut qu'à partir de maintenant, le militant de gauche, parce que voilà, c'est la plupart de mes auditeurs, urbains, se disent qu'il y a quelque chose à faire avec les paysans. Déjà parce que vous avez compris que vous avez des potes là-dedans. La conf paysanne, ils vont être d'accord avec vous sur la plupart des trucs. Hein. En plus, il y en a une partie d'eux, c'est plutôt des sortes de wokistes. Hein. Je précise, c'est des paysans et tout, mais il y a quand même des mecs qui jouent du tambour là-dedans et tout. Donc globalement, vous allez vous retrouver, et surtout sur les mesures écolo et économiques. Par exemple, ils sont super, un truc qu'on dit plus trop, mais tiers-mondistes. Ils ont aidé à créer plein de syndics agricoles dans tout le monde, le reste du monde. Ils ont créé un syndic paysan de gauche pour toute l'Europe. C'est des mecs qui regardent ailleurs aussi, qui a un truc un peu de gauche quand même, de penser au reste du monde, etc. En plus, comme c'est des écolos, c'est un peu dur de pas penser au reste du monde. Mais surtout, c'est des mecs qui, eux, sont déjà prêts à tendre la main et qui le font déjà. En plus, ils proposent un changement de société dans eux, ce qui est leur cercle d'expertise. Ils disent voilà nous ce qu'on peut faire pour l'alimentation, pour l'agriculture. Et quand t'es un militant de gauche un peu sincère et motivé, eh ben t'es un peu radical. Et donc tu as pour projet de changer la société. Et pour changer la société, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, eh ben il va falloir penser à l'alimentation. Déjà, bon, je comprends, ça peut être compliqué de vouloir s'allier avec un mec qui potentiellement est un peu raciste, dit un peu des conneries, a un peu du mal avec le citadin de base. Quoique d'ailleurs, parce qu'en fait en réalité on a tous un peu un ennemi commun, je veux dire le paysan, même de la coordination rurale qui gagne pas un copec depuis des années, et toi qui as un taf un peu de merde en ville, qui paie trop d'impôts,
qui va en manif et se fait casser la gueule, vous vous faites casser la gueule par les mêmes mecs. Le problème, c'est que lui, il accuse pas les bonnes personnes, et que toi, tu trouves juste que c'est un gros raciste. Mais bon, à la limite, pourquoi pas. Il y a plein de gens qui pourraient prôner une convergence des luttes ultime dans laquelle on fermerait un peu tous nos gueules sur les sujets qui dérangent les autres, mais on n'y est même pas là en fait, parce que la Confédération paysanne, ils sont à fond contre les politiques de police qu'il y a actuellement, et surtout, ils savent que les Arabes, c'est pas le problème. D'autant plus qu'ils sont ultra écolos comme vous, ils partagent toutes vos opinions, c'est la plupart du temps c'est un peu des marxistes, qu'ils le sachent ou non, avec leur truc de collectivité, de salaire minimum, vous avez plein de rapports avec eux, et c'est obligatoire. Donc, mon mot de la fin, peut-être. Ah non, oula non, j'ai oublié un gros truc intéressant. Pardon. Je voulais parler d'un truc parce que j'ai vu pendant longtemps la plupart des associations qui traitent de sujets se taire. C'est la cause animale dans tout ça. Moi, comme je suis militant contre la souffrance animale depuis longtemps, tout ça, ça m'a vite intéressé. Je me suis dit, quelle position est-ce qu'on doit avoir. Parce que là, notamment pour l'abattage total, si vous voulez, tout bêtement, je me suis dit, bon, ils les tuent tous d'un coup, dans tous les cas, ils ont prévu de les tuer. En plus, il y a nous, de notre côté, chez les militants pour la cause animale, toujours un peu un malaise quand les agriculteurs défendent le bien-être de leurs animaux, la cruauté quant à l'idée de tous les tuer. Donc je me suis demandé. Et je me suis dit, la première chose, c'est, là, si par exemple on perd d'un coup tous nos agriculteurs bovins, de volailles et autres, et porcins, et que tout vient du Brésil, et ben là, ça y est, on a perdu, on n'a plus aucun contrôle sur le truc. Tandis que dans un monde où on se nourrit exclusivement de bouffe de France, et ben le jour où on peut les niquer, où on peut les forcer à soit complètement raccourcir leur production, moins buter, voire plus buter du tout d'animaux, et ben on pourra le faire parce que c'est en France. À partir du moment où c'est le Brésil, on n'a aucun pouvoir là-dessus. En gros, garde tes ennemis proches de toi, quoi. Parce que il faut pouvoir garder ce pouvoir-là. Et l'autre raison que moi j'y ai pas pensé tout de suite, mais ensuite j'ai vu enfin notamment L214 s'y intéresser, c'est que la course à l'argent et à la rentabilité auxquelles vont faire face les entreprises d'élevage françaises va les pousser à être encore plus cruelles. Parce que c'est ça qui se passe, la surproduction qu'on a depuis des années, c'est ça qui notamment a créé les abattoirs d'ultra cruauté qu'on a depuis 20, 30, 40 ans maintenant. Alors, encore une fois, ça m'a étonné le 214, parce que dans tous les cas, nous on considère que la mort de l'animal, c'est la mort de l'animal. Par contre, il faut pas non plus se leurrer. Il y a 40 ans, la plupart de les trucs la plupart des bœufs, vivaient pas forcément bien, mais vivaient avant de se faire abattre. Là aujourd'hui, aucun bœuf ni cochon ne dépasse l'âge de l'équivalent préadolescent. Il y a eu quand même, on a quand même perdu du terrain là-dessus. Et là, ce qui va se passer, ça va être encore pire. Parce que face à la pression, on va encore plus réduire les effectifs, on va abattre encore plus tôt, on va encore plus serrer les enclos pour arriver à faire face à la concurrence, si vous voulez, brésilienne. En plus que, si on regarde un peu sur l'ensemble du monde, on va encourager les Brésiliens qui nourrissent leurs bœufs avec des protéines qui, comme j'ai dit tout à l'heure, les rendent un peu Thibaut in shape pour avoir 2 fois plus de viande, les serrent encore plus, les électrocutent encore plus, leur ouvrent le bide vivant encore plus. Donc voilà, moi je pense que c'est intéressant de défendre les agriculteurs pour ces raisons-là. À la fois parce si on veut avoir un jour un pouvoir là-dessus, pouvoir censurer la souffrance animale, faire quelque chose contre ça, il faut que ce soit chez nous, sinon on n'aura aucun pouvoir là-dessus. Et aussi parce que
il faut essayer de garder déjà ce qu'on a, si vous voulez, parce que ça peut aller pire, hein. Là, on voit déjà tous les jours des horreurs qui se passent dans les abattoirs, mais ça peut aller bien pire, ça peut être encore plus horrible. On est toujours très ingénieux pour économiser de l'argent sur la souffrance des animaux. Donc ça, c'est les deux gros arguments. Voilà. Et écoutez, voilà, la prochaine fois avec votre groupe, si vous faites partie d'un groupe de militants de gauche et qu'il y a une révolte paysanne comme ça, allez les voir. Alors bon, si c'est de la coordination rurale et que vous avez un peu trop des piercings et tout, ça peut se passer un peu mal, quoique. Mais intéressez-vous au combat de la Confédération paysanne. Je pense ils ont des projets qui sont sérieux, qui fonctionnent encore une fois. Je vous invite à vous intéresser au truc et qui ont en fait en réalité simplement besoin de soutien dans la société civile et de consommateurs. Alors où vous viviez, intéressez-vous aux cellules, aux agriculteurs de la Confédération paysanne dans votre localité, consommez chez eux, voire même, si ça vous intéresse vraiment, rejoignez les amis de la conf. Il y a plein de choses à faire. Dans tous les cas, on ne pourra pas faire sans eux, ça c'est certain. Et voyez pas ça comme une tannée, c'est super intéressant et leurs porte-parole sont des mecs super intéressants. Voilà, et ben écoutez, on se retrouve jeudi prochain. Je sais pas encore sur quoi ce sera le sujet, mais soyez là. Voilà, salut!